Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce vendredi 26 février, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite aux États-Unis, s'est entretenu avec le président américain Barack Obama à la Maison-Blanche lors de son troisième et dernier jour à Washington. Wang Yi a eu une chance rare d'intervenir longuement dans un groupe de discussion à Washington sur les relations Chine-États-Unis. Les 3 jours de visite du ministre chinois des Affaires étrangères ont donné le ton aux relations Chine-États-Unis. Adressé à un groupe de discussion à Washington, le discours de Wang Yi a dissipé le doute sur le ralentissement de l'économie chinoise. Nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes sur le développement économique de la Chine. Mais j'ai envie de dire à nos amis que l'économie de la Chine ne s'oriente pas vers un atterrissage difficile. La Chine continue sa politique d'ouverture et ses réformes économiques. Monsieur Wang a souligné que la rapide croissance économique de ces dernières décennies a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté et a placé la Chine au rang de seconde économie mondiale. Il a déclaré que la Chine continuera ses réformes structurelles et l'économie deviendra plus saine, plus verte et plus durable. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la diplomatie de la Chine est une extension de ses affaires domestiques, en particulier au niveau du développement. La mission la plus importante est de travailler avec davantage de pays pour promouvoir l'initiative d'une ceinture, une route. Elle préserve également les intérêts à l'étranger et les intérêts des ressortissants chinois et des entreprises à l'étranger. Wang Yi a également déclaré que la Chine jouera un rôle plus actif dans le règlement des différends internationaux. Il a souligné que la Chine et les États-Unis ne sont pas des concurrents. Il a souligné que la confiance mutuelle est la solution. L'objectif est de bâtir un nouveau modèle de relations entre la Chine et les États-Unis et de nourrir les relations gagnant-gagnant. Et je pense qu'il s'agit d'une bonne voie. Nous travaillons avec les États-Unis dans cette direction pour approfondir l'entente mutuelle, améliorer le dialogue et renforcer les liens. Selon Wang Yi, les intérêts communs sont bien plus importants que les différends. Il a déclaré qu'une relation solide entre la Chine et les États-Unis sera bénéfique non seulement aux deux peuples, mais également pour les pays du monde entier au sens large. Au Centre pour les études stratégiques et internationales de Washington, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la sécurité nationale chinoise se sentait menacée par le système antimissile THAAD que les États-Unis se proposent de déployer en Corée du Sud. Je dois dire que le système de radar associé au système THAAD a une circonférence qui va bien au-delà de la péninsule sud-coréenne et atteint l'intérieur de la Chine. En d'autres termes, les intérêts sécuritaires légitimes de la Chine seraient menacés. Quand nous avons appris que les États-Unis et la Corée du Sud envisageaient le déploiement du système THAAD, nous avons eu des inquiétudes et une explication convaincante doit être fournie à la Chine. Je ne pense pas que cela soit trop demandé. Et nous sommes contre le déploiement d'armes nucléaires de la part de la RPDC. Et nous ne pouvons pas non plus accepter de déploiement d'armes nucléaires sur la péninsule coréenne, que ce soit au sud ou au nord. Qu'elles soient développées de façon interne ou importées de l'étranger. Washington et Séoul ont initié des pourparlers sur le système THAAD après la conduite par la RPDC de son 4e essai nucléaire le 6 janvier et le lancement supposé d'un satellite d'observation capable de tester une technologie de missile balistique le 7 février. Le radar X-band est connu pour être capable de détecter des missiles jusqu'à 2000 km à l'intérieur des territoires de la Chine et de la Russie depuis la frontière avec la RPDC. Wang Yi ajoute que la Chine développe la zone pour des usages principalement civils, évoquant des phares et des installations météorologiques construites dans la région. Avec toutes ces installations qui nous entourent, nous avons certainement besoin d'installations de défense. C'est notre droit à l'autodéfense tel qu'il nous est accordé par le droit international. Je voudrais toutefois vous informer que notre but est de construire davantage d'installations civiles. Les États-Unis et la Russie tentent par tous les moyens de décrocher un cessez-le-feu en Syrie. De son côté, la Turquie fait savoir qu'elle ne sera liée à aucun accord si ce dernier est considéré comme une menace pour la sécurité nationale.
La Turquie n'est pas étrangère au conflit puisque depuis plusieurs dizaines d'années, Ankara combat les Kurdes à l'intérieur même de ses frontières. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, cherche à obtenir l'autonomie de la région du sud-est du pays. Ce groupe figure d'ailleurs sur la liste des organisations terroristes aussi bien en Turquie qu'aux États-Unis ou en Europe. En 2015, un processus de paix engagé avec le PKK avait échoué et depuis ces derniers mois, des affrontements avec le groupe sont à déplorer. Mais avec l'intensification du conflit syrien, les conséquences perçues en Turquie ne concernent plus seulement une crise de réfugiés. Un des facteurs qui complique la situation de la Turquie fait référence au groupe kurde syrien, à savoir le Parti de l'Union démocratique et les unités de protection du peuple. Alors que ces deux groupes combattent le groupe État islamique, la prise de contrôle de territoire à proximité de la frontière turque menace le pays. Ankara bombarde les positions de ces formations armées au-delà de la frontière syrienne, le but étant d'éviter la prise de territoire dans cette région. Ces opérations ont certes été critiquées par la communauté internationale, mais le président turc répond qu'il s'agit de terroristes. Depuis 30 ans, nous combattons une organisation séparatiste terroriste. De notre point de vue, elle n'est pas différente des autres organisations terroristes. La position turque n'a pas manqué de compliquer les relations d'Ankara avec ses partenaires occidentaux. Le conflit syrien a mis sous pression, mais aussi renforcé, les liens de la Turquie avec l'un de ses alliés majeurs, les États-Unis. De part et d'autre, on estime que le groupe État islamique est une organisation terroriste et la Turquie a d'ailleurs autorisé Washington à utiliser sa base aérienne d'Isirlik, accentuant ainsi sa coopération dans la lutte contre le groupe extrémiste. Mais en ce qui concerne le groupe syrien kurde, les unités de protection du peuple, les deux alliés ont des opinions différentes. La Turquie les considère comme des terroristes, alors que les États-Unis estiment qu'ils sont nécessaires au combat contre le groupe État islamique. Une différence de point de vue qui a été mise sous le feu des projecteurs lorsque la Turquie a affirmé que les unités de protection du peuple étaient responsables du bombardement d'Ankara du 17 février. Le pouvoir turc avait alors espéré que Washington changerait d'avis sur ce groupe. Si la Turquie déclare que les unités de protection du peuple sont une organisation terroriste, elle doit en apporter la preuve. Si après avoir pris connaissance de ces preuves, les États-Unis maintiennent leur position, celle-ci ne sera pas acceptable au sein des alliés. Dans ce cas, la Turquie pourra mettre en doute la confiance qu'elle a envers les États-Unis. Moscou et Washington tentent de parvenir à une cessation des hostilités en Syrie dès vendredi à minuit. Les deux puissances ne manquent pas de faire pression sur leurs alliés pour y parvenir. Si la Turquie poursuit ses bombardements sur des positions turques en territoire syrien, il sera alors intéressant de constater à quel degré les relations du pays avec ses alliés de l'OTAN, et en particulier avec les États-Unis, seront affectées. Les Iraniens sont appelés aux urnes pour choisir la composition de leur nouveau Parlement et de l'Assemblée des experts. Ces élections sont les premières en Iran depuis l'accord portant sur le nucléaire signé l'été dernier avec les grandes puissances de la planète. Le scrutin a commencé à 8 h ce vendredi matin, heure locale, avec le vote de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Quant au président iranien Hassan Rouhani, il a voté au ministère de l'Intérieur. Le dirigeant a déclaré qu'il s'attendait à une participation massive. Ces élections mettent à l'épreuve le soutien de la population au président Rouhani contre les conservateurs opposés au relâchement des tensions avec les puissances occidentales. Un juge français a révélé un plan du gouvernement pour partiellement démolir un camp de fortune près du port de Calais, où des migrants attendent de rejoindre la Grande-Bretagne. Ce camp est surnommé la jungle, un ultimatum officiel enjoignant à au moins 1 millier de migrants de quitter la partie sud du camp a expiré mardi. Cette zone pourrait bientôt être rasée par les bulldozers, depuis que le tribunal s'est rangé du côté du gouvernement français et a estimé que la destruction de cette partie du camp ne violait pas les droits humains fondamentaux. Les parties épargnées par l'ordre de destruction incluent les zones sociales, telles que les écoles et les lieux de prière. Selon l'État français, l'ensemble des migrants devront effectuer une demande d'asile en France et devront se reloger dans des conteneurs réaménagés. Ils pourront également accepter de se reloger dans des centres dans d'autres parties du pays. Mais les associations humanitaires qui travaillent dans ce camp se montrent méfiantes.
Elle continue d'ailleurs de construire des cabines pour les réfugiés, affirmant que lorsque les bulldozers arriveront, ils n'auront plus nulle part où aller. Si on arrive au point où les bulldozers viennent, nous organiserons une manifestation pacifique. Et j'espère que nous pourrons attirer l'attention de cette manière, les empêcher d'agir. Mais nous sommes réalistes. Ils l'ont déjà fait auparavant. Ils pourraient le refaire. S'ils le font, nous déplacerons autant de gens que possible avant qu'ils ne les chassent. Nous essaierons de leur trouver de la place. Mais le problème est que tout le monde se trouve tellement entassé après les déplacements précédents qu'ils n'auront réellement nulle part où aller. Le ministre français de l'Intérieur a déclaré qu'il espérait que la police pourra travailler avec les associations humanitaires afin de persuader les migrants de déposer des demandes d'asile pour rester en France. Mais il existe une méfiance et une crainte à l'encontre des autorités françaises parmi les habitants du camp. La police ne me laissera pas tranquille. Ils utiliseront des gaz lacrymogènes. Ils sont brutaux, ils nous détestent. J'ai l'impression que la police nous considère comme des animaux, pas des êtres humains. Mais beaucoup d'habitants du camp rechignent à abandonner leur rêve de rejoindre la Grande-Bretagne ou un autre pays. Peut-être en Allemagne, je ne sais pas trop. Mon frère est en Angleterre. Je n'ai personne d'autre, seulement mon frère. En Syrie, toute ma famille est morte et ma maison a été détruite. Les autorités ont assuré que personne ne serait expulsé de force, mais elles ont clairement annoncé que ce camp ne serait dorénavant. L'instance gouvernant le football mondial, la FIFA, va élire son nouveau président à Zurich, en Suisse, espérant apporter un vent d'air frais après des décennies de controverses. Ces délégués en provenance de plus de 200 pays vont participer au vote de vendredi pour trouver un successeur à Sepp Blatter. Un temps considéré comme l'un des favoris au poste, le président de l'UEFA, le français Michel Platini, a perdu, de même que le Suisse Blatter, sa procédure d'appel contre une suspension pour violation de l'éthique. Parmi les 5 candidats, les 2 favoris sont le cheikh Salman, président de la Confédération asiatique de football, et le secrétaire général de l'UEFA, le Suisse Gianni Infantino. Une série de réformes conçues pour lutter contre la corruption sont également soumises au vote avant l'élection pour la présidence de la FIFA. Ces mesures, qui devraient être acceptées, incluent la fixation de limites à la durée des mandats des cadres les plus importants et une transparence vis-à-vis de leurs revenus. À l'occasion de l'ouverture vendredi du sommet du G20 de Shanghai, Lou Jiwei, le ministre chinois des Finances, a déclaré que les membres de ce cercle restreint devaient travailler à promouvoir une croissance économique durable, favoriser le dynamisme économique et revitaliser l'économie mondiale. Monsieur Lou a dit que l'économie internationale faisait face à des défis immenses et que les membres du G20 devaient prendre pleinement conscience de la possibilité d'un ralentissement économique. Il a ajouté que les pays du G20 devaient approfondir la réforme structurelle pour promouvoir la croissance. En général, les progrès de la réforme parmi les économies du G20 prend plus de temps qu'espéré. C'est pourquoi nous devons renforcer l'agenda de la réforme structurelle. Actuellement, l'évaluation de la réforme est basée sur une analyse qualitative et l'analyse quantitative, elle, manque. Nous suggérons que le G20 puisse proposer un système d'évaluation quantitative de la réforme structurelle afin de pouvoir en évaluer les bénéfices et pour en tirer des enseignements. Monsieur Lou a déclaré que les problèmes les plus sérieux rencontrés par l'économie internationale sont le chômage de masse et une finance et des investissements en berne. Le ministre a dit que les membres du G20 devaient réduire les barrières à l'entrée sur leur marché et promouvoir le commerce et l'investissement. Il a également dit que les pays du G20 devaient approfondir la coordination des politiques et la fiscalité durable. C'est à Shanghai, lors du sommet du G20, que la Banque centrale de Chine a réitéré sa position sur la réserve nationale de devises étrangères et sur le taux de change. Le gouverneur de l'institution chinoise, Zhou Xiaochuan, a déclaré que la récente fluctuation des réserves de devises étrangères était raisonnable et que le taux de change du yuan face au panier des devises était stable. Les paroles du gouverneur Zhou sont écoutées avec attention par la communauté internationale.
En effet, les investisseurs préfèrent obtenir des informations du chef de la banque centrale de la deuxième économie du monde. Pour Zhu Xiaoxuan, la chute de la réserve des devises étrangères n'est pas inquiétante, puisqu'elle ne générerait pas indéfiniment de capital. La réserve chinoise de devises étrangères est en mutation perpétuelle. Ce n'est pas comme un stock de pétrole qui diminue au fur et à mesure de son utilisation. Il s'agit plutôt d'un réservoir d'eau. Il y a un flux en amont et un autre en aval. Le solde correspond aux réserves de devises étrangères. Zhu Xiaoxuan affirme que tout a contribué à la baisse et de préciser que la Banque centrale prendra différentes mesures dans le but d'assurer la stabilité de la réserve de devises étrangères. Une autre source d'inquiétude est le taux de change du yuan qui en début d'année a eu des hauts et des bas. Le taux normalisé de la réserve fédérale américaine avait alors exercé une forte pression sur la monnaie chinoise. Pour le gouverneur, le taux appelé taux pivot fixé quotidiennement par la Banque centrale est décidé en fonction d'un panier de devises. Ce dernier regroupe entre autres le dollar américain, la livre sterling, l'euro ou encore le yen. Le panier de devises jouera un rôle encore plus important dans la fixation du taux pivot du yuan. Le dollar demeure la première de ces monnaies. Elle est d'ailleurs la plus représentée dans ce panier. Mais nous n'excluons pas la possibilité d'accroître l'importance d'autres devises lorsque la situation le permettra. Ce vendredi, l'agenda du chef de la Banque centrale était pour le moins bien rempli. Dans la foulée d'un discours prononcé en matinée, il a répondu aux questions de la presse avant de reprendre la direction du sommet du G20 pour des réunions avec d'autres acteurs économiques étrangers. La plupart de ces points de vue ont été évoqués dans le passé et plus récemment en début de mois. L'objectif est de rassurer les marchés sur la position de la Banque centrale chinoise et de s'assurer que celle-ci est communiquée au public de façon directe. Mais surtout, l'activité économique chinoise a des retombées. Lorsque l'instabilité du marché financier s'accentue, la communauté internationale se montre plus attentive. Le renminbi a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis août de l'an dernier. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que cette chute procure un bénéfice substantiel aux exportateurs chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Voyons notre enquête. Zhang Bin possède une compagnie qui produit des ustensiles de cuisine en acier et 80% de sa production est exportée. La dépréciation du renminbi de ces derniers mois a bénéficié au profit de M. Zhang et a changé la manière dont il gère les finances de sa compagnie. Les compagnies exportatrices font des profits très minces, d'habitude seulement de 2 ou 3%, et chaque pourcent représente beaucoup pour nos profits. Nous nous attendons à ce que le renminbi continue de se déprécier pendant un certain temps, donc nous repoussons nos échanges de devises aussi longtemps que possible pour obtenir un meilleur prix. Les autres compagnies en Chine bénéficient du même avantage que M. Zhang, mais un analyste dit que cette bonne période ne va pas durer. Les petites entreprises qui produisent des textiles, des vêtements ou des appareils électroménagers bénéficieront le plus de la dépréciation. Les plus grosses entreprises ont généralement des taux de change fixes avec les banques pour verrouiller leurs profits. Mais je pense que les avantages seront temporaires et limités. Cela prend longtemps pour transformer un changement de prix en avantage compétitif et il n'y a pas de signe que le renminbi continuera à se déprécier sur la longue durée. Le professeur remarque aussi que la demande du marché s'affaiblissant mondialement va probablement neutraliser les avantages d'un meilleur taux de change. Les données montrent que les exportations générales de la Chine en janvier ont chuté de 11,2% par rapport à l'an dernier. La société de M. Zhang ne rapporte pas une grande différence dans ses commandes par rapport à l'an dernier et elle ne veut pas voir une nette dévaluation du renminbi. Si le renminbi se déprécie trop vite, ce ne sera pas aussi bon pour nous que vous pourriez le penser. Les clients internationaux vont nous demander de baisser les prix. Si le renminbi perd rapidement de sa valeur, donc l'avantage partira là. Aussi, ce n'est pas bon pour l'industrie en général parce que les compagnies qui produisent des objets de moindre qualité tireront mieux leur épingle du jeu. Avec des exportateurs qui n'attendent pas de bénéfices à long terme de la dépréciation du renminbi, il semble que le gouvernement n'attend pas non plus trop rapidement. Le ministre du Commerce, Gao Huchang, a récemment dit qu'aucun pays ne peut être à l'abri d'une baisse du commerce mondial. M. Gao a dit que la Chine doit prendre des précautions et être pleinement consciente des difficultés.
Les actions du fabricant japonais d'électronique Sharp se sont effondrées vendredi après que son acheteur potentiel Foxconn a suspendu son offre d'acquisition. Selon certaines sources, la raison de ce délai pourrait résider dans des dettes qui n'auraient pas été divulguées auparavant. Ce revirement de dernière minute a eu lieu tout juste après que les membres du conseil d'administration de Sharp avaient accepté l'offre d'acquisition de Foxconn d'un montant de 660 milliards de yens. Après 5 années de pourparlers en vue d'une fusion-acquisition, Sharp a décidé jeudi de vendre les 2/3 de ses parts à Foxconn, un grand fabricant taïwanais d'appareils sous licence. Foxconn a cependant déclaré, quelques heures à peine après l'annonce de Sharp, qu'il ne signerait pas l'accord. Foxconn n'a pas donné davantage de précisions concernant ce délai. Mais des sources affirment que le groupe japonais compterait des dettes se montant à plusieurs centaines de milliards de yens. Le choix de se tourner vers un investisseur étranger n'avait pas été une décision facile à prendre pour Sharp, une marque centenaire et l'un des fleurons des technologies nippones. J'ai entendu dire que Sharp se trouvait dans une situation financière difficile depuis déjà un certain temps. Accepter des acheteurs étrangers est probablement le choix le moins mauvais. Il y a quelques dizaines d'années, le Japon avait recours à de nombreux fonds pour acheter des avoirs américains. À présent, la situation s'est renversée. J'espère que cette marque ancienne pourra traverser cette passe difficile. Foxconn est le principal fournisseur d'Apple, ainsi que le plus grand constructeur de produits de consommation électronique au monde. Il souhaite développer ses activités vers les écrans OLED grâce à la technologie maîtrisée par Sharp. Mais selon les experts, un accord gagnant-gagnant ne sera pas si simple à obtenir. Certaines des technologies de Sharp pourraient être utilisées dans d'autres domaines, mais certaines autres technologies, telles que les panneaux solaires, s'avéreront difficiles à transférer à des tierces parties. De plus, ces entreprises japonaises possèdent de nombreux employés, des dettes et des équipements. Ce sont ces raisons qui rendent la transformation difficile. Selon des experts, si l'accord devait se poursuivre, il accroîtrait la position de Foxconn en tant que principal fabricant contractuel d'Apple. Il permettrait également à Sharp de démarrer une production en masse d'écrans OLED d'ici 2018, ce qui correspondrait au moment où Apple devrait adopter la prochaine génération d'écrans pour ses iPhones. Ces dernières années, le e-commerce s'est développé rapidement en Chine, devenant un marché immense et très lucratif qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer. Nous allons voir comment les entreprises indonésiennes se servent des plateformes d'e-commerce chinoises pour accéder à un marché plus vaste. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Sogong Harjo, est un habitué des caméras. Mais la réalisation d'un film pour une campagne marketing sur Internet est une expérience nouvelle pour lui. Jusqu'à maintenant, nous avons encore une approche traditionnelle. Nous exportons donc directement vers Guangzhou, Shanghai et Beijing, mais nous aimerions avoir un accès plus large au marché chinois et pas seulement dans les grandes villes du pays. La campagne vise à promouvoir les produits indonésiens sur Tmall, la plateforme d'e-commerce du géant chinois de l'Internet, Alibaba, qui est la mecque des chercheurs de bonnes affaires à travers toute la Chine. Je fais généralement mes achats sur Internet. C'est plus pratique et moins cher que d'aller dans les supermarchés. D'après le ministre du Commerce chinois, le marché du e-commerce en Chine s'est accru de 31,6% en 2015 pour atteindre les 3,2 billions de yuan, soit 490 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les consommateurs chinois deviennent plus sophistiqués. Ils utilisent beaucoup leur smartphone. L'Indonésie a l'occasion de promouvoir ses produits et services directement en Chine. C'est pour cela que nous avons choisi cette plateforme sur Internet pour permettre aux produits indonésiens qui entrent en Chine de ne pas avoir à passer par des intermédiaires. La Chine est actuellement en train de passer d'une économie basée sur l'investissement à une économie basée sur la consommation. L'initiative numérique indonésienne va dans le sens de cette demande croissante des consommateurs chinois. Nous sommes persuadés que le e-commerce va être un moteur très important dans les 10 à 20 prochaines années. De plus en plus d'échanges et de transactions commerciales vont passer par Internet. Les grosses plateformes comme Alibaba vont devenir extrêmement importantes et avec le temps, d'autres plateformes apparaîtront.
La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est organisée à un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, certes, mais aussi du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon aux pivoines ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu. De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les 2 dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des arts du théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.